traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Comme le disait Alice, nous recevons aujourd'hui Valentine Gobi, écrivaine française. Elle a reçu de nombreux prix, tels que le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2005, le prix Goncourt des lycéens en 2008, lauréate de la Fondation Hachette, le prix Méditerranée des jeunes. Elle publie aussi chez Actes Sud en 2013 son roman Kinderzimmer, qui reçoit de nombreux prix et est traduit même en plusieurs langues. Également, elle a été enseignante en lettres et en théâtre, présidente du Conseil permanent des écrivains. Je crois que le statut des auteurs aussi est très important, que vous le soutenez fortement. Chevalière d'art et des lettres, en août 2022, elle paraît son roman L'île haute, publié en août 2022, comme je le disais, et qui prend sa source d'inspiration dans cette vallée. Et c'est aussi pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Et qui est Vadim ? Bonjour et merci de votre invitation. Qu'est-ce qu'il raconte ? Peut-être qu'il ne raconte pas simplement une histoire, mais plutôt un état. Alors, si je résume la narration, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Vadim Pavlevitch et qui arrive en effet dans cette vallée un jour d'hiver. Il y a 70 ans et les hivers sont colossaux. Il y arrive depuis Paris. Il n'a jamais vu de montagne. Il n'a jamais eu de relation à la nature puisqu'il n'est jamais sorti de son quartier. Il a 12 ans. Il passe sous ce tunnel qui est sa seule voie d'accès en fait au village puisqu'une avalanche a fermé les rails. Et il arrive dans un monde tout à fait inconnu qui est ni effrayant ni merveilleux, qui est juste tellement autre, tellement extraordinairement autre qu'elle va le révéler à lui-même. Il faut dire qu'il arrive avec un nouveau nom qui est celui de Vincent Dorcel, qui n'a pas eu le choix de quitter Paris, mais que son désir de devenir un enfant de la montagne et un enfant valorcin va être assez rapidement ce qui le rattache à ce territoire. Alors ça, c'est ce que ça raconte. C'est ce que ça raconte, mais je crois que ce qui m'a avant toute chose guidée ici, je ne connaissais pas la vallée, c'est l'idée de travailler sur l'émerveillement. Et pour moi, l'émerveillement, depuis mon plus jeune âge, s'adosse à la montagne. Je n'en suis pas, je viens de Grasse, mais la montagne a été ce territoire de contrepoint où j'ai appris aussi à grandir en épanouissant tous mes sens et où avec ma famille ou mes parents, j'ai aussi appris à me détourer un peu de tous ces héritages qu'on reçoit sur les territoires où les autres, nos ascendants, ont grandi. Et c'est arrivé pendant le confinement, ce projet. C'est une montagne que j'ai choisie sur une carte, que je suis venue vérifier dans ses dimensions merveilleuses à l'occasion du Tour du Mont Blanc à l'été 2020. Et ensuite, j'ai passé une semaine, toutes les 3 semaines ici, dans un environnement vraiment magique, puisque un monde arrêté par le Covid, et en même temps tellement merveilleusement sculpté par les saisons. Donc j'ai été cette grande privilégiée qui, avec des attestations, a pu traverser le paysage et rencontrer des gens. Et au fond, je me dis que ce que j'ai voulu écrire, c'est ce que j'appelle l'état d'enfance, qui n'a rien à voir directement avec l'enfance, qui peut être une période terrible de l'existence, mais qui est plutôt un état de grande disponibilité au monde, là en l'occurrence au vivant, qui nous maintient dans un grand désir de vivre et de rencontre. Voilà. Et cet état d'enfance-là, souvent on le perd en grandissant. Et je crois qu'à ce moment où on était privé de toute relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui le paysage, ce qui dit bien notre blessure par rapport à ce monde qui nous est enlevé et dont on est séparé. Et je crois que c'était vraiment urgent pour moi de m'y raccorder. J'ai l'impression que ce livre, L'île haute, est une sorte de prétexte en fait à raconter votre émerveillement et peut-être cet état, et vous replonger dans cet état. J'ai pas mal écrit sur la notion d'émerveillement, et il y a une notion que je trouve très importante dedans, c'est le rapport au témoignage. En fait, ce qui nous alerte qu'on est émerveillé, c'est parce qu'on a envie, on le fait pas forcément, mais on a cette envie de le dire aux autres, de le partager, de lui dire « regarde comme c'est beau, j'ai ressenti ça, il m'est arrivé ça ».
Et Vadim, finalement, est un peu votre biais pour témoigner de votre émerveillement. Oui, c'est une des vocations essentielles de l'écriture pour moi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est toujours un mystère de savoir pourquoi moi-même je me sépare du paysage dans lequel j'ai l'impression d'avoir trouvé une place tellement évidente et d'éprouver une telle plénitude que l'écriture pourrait presque ne plus être nécessaire. Et à un moment donné, je m'en retire. Je vis en région parisienne, je m'en vais. Je m'en vais peut-être pour recréer ce désir de retour, mais aussi pour me donner la possibilité de mettre des mots, de mettre de la langue, du langage sur tout ce que j'ai éprouvé, puisque c'est un livre qui traduit assez fortement mon propre rapport au monde, qui est fait de sensations, avant toute chose, très organique. La langue elle-même est organique, et tous mes romans, en fait, sont des romans de l'immersion, vraiment des bains de sensations où le corps a la première place. Mais donc, c'est étrange pour moi de me rendre compte que j'ai néanmoins besoin de m'y soustraire, pour avoir envie de m'y raccorder par l'écriture. Et c'est moi que j'y raccorde, mais en effet, comme vous le dites, le roman a vocation à partager ces sensations-là et ces réflexions sur cette blessure qu'on se fait à soi-même en se coupant de tout ce vivant. Dans le vivant, j'inclus à la fois le minéral, le végétal et bien sûr les êtres humains qui vivent dans cette vallée, qui n'auraient jamais le même visage sans eux, puisqu'il y a vraiment une façon réciproque de se sculpter. Ils ont très longtemps sculpté la montagne, ils continuent différemment, mais ça a été un monde très agricole. Et en retour, ils étaient sculptés par elle. Et ce petit garçon va éprouver toutes ces métamorphoses de son propre corps en se coulant dans les travaux de ces gens, saison après saison, en acceptant la lumière, le soleil, qui vont venir modifier aussi sa peau, son regard, ses cheveux, sa façon même de bouger, de déambuler dans l'espace. Voilà. Je pense que dans cette idée de se soustraire justement, de se couper de ce qui nous émerveille finalement et qui pourrait même presque vous couper de votre métier, je pense que c'est aussi justement pour ne jamais perdre cet émerveillement, on part puis on revient pour être sûr que ça nous fera toujours cet effet sans doute. Et c'est très étonnant parce que en fait on le sait, ce dont on est familier, qui devient pour nous ordinaire, devient invisible. Et la figure de l'étranger est souvent d'ailleurs un cadeau, parce qu'elle nous oblige à déconstruire notre rapport d'évidence avec tout cet ordinaire qui est en fait d'une grande beauté pour les autres qui le découvrent. Et ce garçon, qui va être protégé dans cette vallée, on est en 43, en fait il arrive d'une famille qui est persécutée, mais c'est pas le sujet du livre, c'est pour ça que j'insiste pas dessus. Il arrive ici et tout est radicalement neuf pour lui, d'ailleurs. Ça finit par, alors ça tour à tour amuse, irrite les autres, mais de façon générale, on se rend compte que lui est assailli. C'est épuisant et merveilleux en même temps parce que tout est nouveau à chaque seconde, mais en même temps, il oblige ces gens qui ne voient plus la montagne, puisque pour d'ailleurs une certaine part d'entre eux, ils n'ont jamais franchi le col des montées, c'est un berceau très petit, eh bien il les oblige tout d'un coup à regarder à nouveau autour d'eux. Et le jour où il va découvrir sa première montagne, après cette nuit de tempête où il n'a rien vu, l'homme qui l'accueille chez lui va soudain arrêter de pêler. C'est son travail, en fait, il passe sa journée, on est en plein hiver, à désenneiger la maison. Il plante pour la première fois sa pelle dans la neige et il lève les yeux vers la montagne. Et il se rend compte que cet enfant est en train de vivre une première fois, et ça l'interroge évidemment sur son rapport à cet univers dans lequel il a grandi et qu'il ne voit plus. Et je crois que la figure de l'étranger, pour ça, est toujours assez extraordinaire. Il y a un rapport de réciprocité, d'altérité qui se construit et qui nous permet de re-questionner en fait ce qui nous apparaît normal. C'est pour ça que les enfants sont d'ailleurs les premiers à être dans cet état d'émerveillement. Absolument. Ils sont nos étrangers, à nous les adultes. En fait, ils prennent leur source dans l'étonnement, et justement l'étonnement, c'est parce que tout leur est étranger et que pour les adultes, tout devient de plus en plus familier. Mais je crois que justement l'émerveillement dans le banal, c'est une quête de tous les jours, mais quelque chose justement qu'il faut entretenir. Cet état d'enfance, il faut le cultiver. Par exemple, la lumière, c'est une des choses qui renouvelle chaque jour, sans cesse, et même plusieurs heures, à différentes heures de la journée. Et particulièrement ici. Un lieu différent. Et c'est être en fait attentif. Ça demande de l'attention et une sensibilité accrue, mais qu'on a tous en nous. Mais de regarder toujours avec un œil nouveau, il faut s'efforcer un peu. Mais finalement, quand on est attentif aux petites choses, on voit qu'on peut s'émerveiller. Oui.
Et alors c'est drôle que vous parliez de la lumière parce que moi qui n'étais pas de Valorcine, j'avais des espions pendant que je n'étais pas là pour observer ce que je ne pouvais pas voir. Et dans chaque hameau, et surtout à la ville comme on dit ici, où j'ai choisi de situer la maison dans laquelle ce jeune garçon va être accueilli, j'ai demandé à des gens d'observer la lumière à toutes les heures du jour. Et elle varie tellement d'un hameau à l'autre que les calendriers horaires que j'avais étaient complètement différents. On ne pouvait pas imaginer qu'on était dans la même vallée. Et comme en plus les reliefs déstructurent aussi la lumière et recomposent des mosaïques différentes aussi selon les saisons, ça donne vraiment quelque chose de très étonnant quand on le voit coucher sur le papier. Ça m'a permis d'écrire une phrase à laquelle je tiens beaucoup parce que ce sont tous ces gens qui l'ont écrite avec moi, avec beaucoup de précision et leurs petites attestations pour faire leurs kilomètres chaque jour. C'est ici, de l'aube à la nuit, la montagne palpite. Ça, c'est vraiment une œuvre collective. Et nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Gobi, écrivaine, accompagnée de Marine qui suit l'interview. De suite, je te laisse le micro. Merci. Alors, on poursuit cette interview en deuxième partie avec Valentine Gobi. Donc, comme je le disais, elle a écrit L'île Haute qui est paru l'année dernière chez Actes Sud. Je crois qu'il a été très bien reçu aussi. Vous avez fait tout un tour de France cette année pour le présenter. Oui, c'est très joyeux. Oui. Ce qu'on appelle la promotion qui se fait avec la librairie, bien sûr, et puis aussi des festivals. Les festivals littéraires, il y en a beaucoup en France. Et en fait, j'ai beaucoup tourné aussi avec un concert littéraire qui est une forme que j'aime bien parce que ça permet aussi de donner accès aux livres à des gens qui lisent moins. Voilà. Vous êtes allé dans quel type d'endroit, quel type de festival? Quel retour en fait vous avez eu surtout sur votre livre? Oui, je suis très heureuse en fait de l'accueil qui a été fait au livre. Hein. Il a été très très défendu par les libraires et je crois que c'est pour moi le livre qui a touché le plus de lecteurs. Donc je suis très heureuse parce que cette petite vallée comme ça qui est entrée dans ma vie a finalement beaucoup de conséquences maintenant aussi sur ma propre existence. J'y reviens, vous voyez, j'écris plus, mais j'y reviens. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et puis, oui, ce livre, finalement, je crois, parle aux gens de quelque chose de très profond. Qu'est-ce qui nous tient debout, qu'est-ce qui nous fait vivre. Et du coup, c'est aussi l'occasion de partager des moments extrêmement denses et intimes avec les gens, avec les lecteurs. Qu'est-ce qui nous rend vivants aussi? C'est ça que ça raconte, ce livre. Ce qui nous tient en haleine. Ouais. Et je crois que vous l'avez écrit aussi comme on le disait, pendant la période du Covid. Donc forcément, ça donne aussi un aspect différent au paysage. Il faut, si on le met en parallèle avec ce qui arrive à ce garçon, donc on est en 43, c'est un contexte qui est très dur, évidemment. Encore une fois, c'est pas le sujet du livre, mais la guerre est quand même de l'autre côté du col. La France est occupée par les Allemands. D'ailleurs, les Italiens sont ici à Valorcine, mais il n'effraie pas du tout de la même façon. Le tragique, en fait, existe. L'émerveillement n'a rien à voir avec la négation du tragique. La vie est par essence tragique. Mmh. Et donc, sans vouloir faire des comparaisons qui seraient hors de propos, mais le Covid, qui était quand même la promesse d'un monde complètement asphyxié et dont on ne voyait pas la fin. De la même façon que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas, en fait, au moment présent, quel serait le visage du futur. Et si le futur ressemblait au présent? Après tout, quand on était dans le confinement, il n'y avait pas de raison qu'il y ait une fin. Donc, c'est la cohabitation, en fait, entre ce grand désir et cette possibilité, vraiment, d'être construit par la beauté, sans la négation que, évidemment, nous sommes aussi environnés de ténèbres. Il n'y a pas de contradiction. C'est la possibilité de cette cohabitation-là, qui n'est pas une cohabitation malheureuse. C'est même une question de survie, je crois, justement. On a aussi besoin des deux. Je crois que pour être émerveillé et ressentir profondément ce sentiment d'exaltation, c'est aussi parce qu'il y a du tragique. Alors, je n'irai même pas jusqu'à l'exaltation. La lumière, ça suffit déjà. Dans le roman Kinderzimmer que vous évoquiez tout à l'heure, j'emmène une jeune fille de... J'imagine que vous n'allez pas forcément écrire que sur ce paysage. Non, pas du tout. Mais par ailleurs, ça devient un lieu, Valorcine, où vous prenez en tout cas le temps d'écrire. Mais c'est un lieu de vie. Non, c'est encore plus que ça. C'est devenu un lieu de vie pour moi. Puisque j'ai des amis, je deviens familière à mon tour du paysage et j'y partage des vrais moments de vie qui sont pas même liés à l'écriture.
C'est au-delà encore, mais peut-être, voilà, ça vous donne en tout cas, pour nos auditeurs, auditrices, même de loin, qui vont réécouter cette interview, vous dire à quel point Valorcine, justement, c'est un lieu des possibles. Ouais, c'est vraiment précieux. C'est un lieu absolument extraordinaire. Je l'ai vraiment découvert comme une rognure d'ongles sur la carte et j'aurais jamais imaginé à quoi ça ressemblait. Je connaissais la vallée de Chamonix, mais cette combinaison entre des crêtes à 2300 mètres et puis en même temps un relief si amène, une végétation si douce au milieu qui est presque un berceau, quoi. Ça pourrait être un piège, mais c'est plutôt un refuge. C'est assez insoupçonné. On terminera sur cette phrase. Juste avant une lecture d'un passage par Valentine, peut-être rappeler à partir de quel âge on peut lire L'île haute. Rien n'est interdit, mais je pense que l'écriture est un peu soutenue quand on a moins de 15 ans, voilà. Bon, mais je sais que vous avez mais une grande écriture c'est pas une histoire de pour la sujet. jeunesse. Oui, après j'écris aussi Ouais. pour la jeunesse, mais non, aucun livre n'est interdit à personne. Oui. J'ai aimé la littérature en lisant Les nourritures terrestres d'André Gide à 11 ans, sans y comprendre grand-chose. C'est pas grave, ça faisait partie justement de cette forme de beauté qu'on n'explique pas, qu'on décrypte pas, mais qui nous atteint au cœur. La littérature, la musique, le théâtre, c'est pas grave de pas comprendre. Merci Valentine d'être venue au micro de la radio des ours, mais on va pas se quitter comme ça. Juste avant ça, vous allez nous lire on va terminer sur une lecture d'un passage de votre livre et j'espère que nos auditeurs, auditrices, ça leur donnera envie de venir regarder de plus près cet écrit. Merci. Alors je vous emmène vous rafraîchir en hiver. C'est le tout début du livre. Et le premier chapitre s'appelle Blanc. Le froid saisit le garçon à la descente du train. Détourne son corps osseux, les saillants s'enfouissent sous ses vêtements trop larges, l'arête du nez, les phalanges au bout des mitaines. Il se fige sur le quai, sa valise à la main, enveloppée de son souffle. Il perçoit exactement ses contours, la mince frontière qui le sépare du dehors à la jonction de la peau tiède et de la gangue d'air glacial. La sensation est si aiguë qu'il se figure sa silhouette dissociée du décor, pareil au personnage découpé d'un théâtre d'ombre. Mais déjà ses formes se dissolvent. La neige lui monte aux chevilles, s'agrippe en gros flocons à son bonnet, son pantalon et son manteau de laine, s'amoncelle sur sa valise, ses chaussures, s'applique à l'absorber comme elle gomme toute chose. De la petite gare, des arbres, des bancs, on ne devine que des volumes polis, remodelés par la neige. Le brouillard fond les alentours dans une matière opaque dont émergent de rares lignes noires, rails, fine face des troncs contraires au sens du vent, bord de toit, un squelette de paysage. Même la sœur à ses côtés s'estompe, ses joues pâles, sa robe et son voile beige affadis par la neige, seules ressortent comme en suspens ses montures de lunettes et sa canne. Vincent ? L'homme surgit du froid, la casquette, le pantalon, la pèlerine plaquée de blanc, des glaçons accrochés à la barbe. Il a donc su pour l'avalanche, la voix ensevelie. Il est venu chercher le garçon. C'est leur 3e train depuis Paris. Jamais Vadim n'avait pris le train avant, un train qui distancie la ville. Il était trop anxieux pour être excité. Tout au long du trajet, à côté de la sœur, il a pensé « respire ». S'est attaché à cette discipline infime, pompé, expulsé l'air de ses poumons, seconde après seconde, 600 kilomètres d'incertitude fragmentés en milliers d'étapes sûres. Derrière la vitre embuée, il a à peine perçu les lambeaux de paysages défaits par la vitesse. S'était forcé à dormir, les émoplates poncées par le dossier en bois. La pluie est tombée drue aux abords de Lyon, s'est muée en neige fondue puis en flocons serrés, une vision exagérée, quasi magique du froid. Chaque correspondance les enfonçait davantage dans l'hiver. L'hiver devait être la destination. Quand le brouillard a coulé jusqu'au talus de part et d'autre de la voie, le visage de la sœur s'est fermé. La météo, Vadim s'en moquait, inconscient de ce danger-là. Elle savait, elle, ce que signifiait être bloquée au pied du col. Et puis elle était vieille, fatiguée. Le risque de ce voyage en soi suffisait. Évidemment, Vadim n'a pas vu la plaine du Ched. Il n'a pas vu la chaîne des Aravis. Il n'a pas vu les dômes, crêtes, aiguilles, sommets insoupçonnables au-delà des nuages.
Il a vu des galeries compactes d'épicéas enserrer le train dans la montée. La rame luttait contre la pente et les branches ployées, lourdes de neige, rayaient la vitre du wagon comme des chevelures trempées. Il a vu un tunnel, un boyau plus obscur que l'air. Il n'a pas vu le viaduc arqué par-dessus l'Arve verte. Il n'a pas vu les clochers, les calottes neigeuses en surplomb, les glaciers écroulés. Il n'en a pas idée. Le front appuyé à la fenêtre, au ras des rails, il a vu des branches hérissées dans le blanc avec des feuilles au bout. Il a imaginé des bras étiques hurlant au secours depuis le sous-sol gelé. Il n'a pas entendu l'annonce de l'avalanche. À ce moment-là, il déchiffrait un panneau planté sur le quai, intrigué par les sonorités familières en ce lieu complètement étranger. Chamonix. Belle journée. Merci à vous.